Monsieur José Souleymane, Bonjour. heureux de vous rencontrer dans vos locaux. Merci beaucoup Vous pour gardez le m'inviter. sourire, pressé de quitter notre pays. Bon, ça a été comme mon pays aussi, non? Merci de nous recevoir ici. Et merci aussi pour venir ici pour faire cet entretien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité est le représentant résident du Fonds monétaire international dans notre pays depuis maintenant 4 ans. Il quitte la Guinée à un moment où pratiquement les voyants sont au vert, l'inflation est modérée, la croissance est vigoureuse, mais les perspectives aussi sont favorables. Est-ce suffisant pour dire que la résilience au choc peut se maintenir longtemps, mais aussi l'autre question fondamentale que nous allons voir avec M. José Souleymane est de savoir est-ce que les amortisseurs actuellement en place sont suffisants pour que le pays puisse poursuivre sa tendance actuelle. Bienvenue dans l'entretien de Coloma. Merci de nous accepter chez vous, Monsieur José Souleymane. Vous êtes un ancien directeur du budget de votre pays, le Mozambique, avant d'être admis au niveau du Fonds monétaire international. Quand vous arriviez en Guinée, notamment en juillet 2015, il y a maintenant 4 ans, vous n'aviez pas des cheveux gris. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Merci pour m'inviter pour cet entretien. Bon, l'âge passe, non? Je ne suis pas un enfant maintenant. Et le cheveu commence à changer. Ça, c'est normal. C'est partie de la vie. D'accord. Et quand vous commenciez votre mission ici, vous étiez un peu perplexe, inquiet, face à un vide, notamment au niveau des statistiques. Aujourd'hui, les choses ont changé. Bon, le problème des statistiques, c'est un problème général dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est un boulot qui doit être développé toujours. Parce que toujours je dis que s'il n'y a pas beaucoup d'informations statistiques, l'analyse économique, c'est un peu difficile d'être faite. C'est nécessaire d'avoir toujours un peu d'informations statistiques de façon à faire des analyses pour aider les dirigeants à prendre des mesures de politique qui sont bien pensées et bien mesurées pour savoir l'impact de chaque mesure. Et ça, statistique est toujours très important. C'est dans ce contexte, c'est toujours un travail qui doit être fait. Oui, mais est-ce qu'entre-temps, on a vu l'effet justement de cette inquiétude-là? Aujourd'hui, on peut se dire que la collecte de données s'est nettement améliorée, elle est plus efficiente et vous permet vraiment de dire des choses à leur juste valeur ou pas? Je vais donner un exemple, peut-être pour être concret. Quand je suis arrivé ici, par exemple, la publication du produit intérieur brut, le PIB, était PIB. J'étais ici en juillet 2015. Le dernier qui était publié à ce moment était 2011. Mais à ce moment, l'Institut statistique a rattrapé la série et il y a déjà une estimation pour 2016, par exemple. À ce moment, l'Institut statistique travaille pour faire une première estimation de 2017 et ça, c'est déjà un avantage. C'est un bon développement qui est arrivé pendant les dernières 4 ans. Et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'assistance technique dans cette processus. Beaucoup de bailleurs de fonds donnent leur soutien à l'Institut statistique de façon à améliorer la qualité d'information. Je peux donner un autre exemple qui est très important. À ce moment, l'Institut statistique fait l'enquête au ménage. L'enquête au ménage est quelque chose qui va être très important pour mesurer le niveau de pauvreté, pour ajuster la calculation du niveau d'inflation et même pour aider aussi à faire une nouvelle série de PIB si ça c'est nécessaire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les chiffres validés, souvent communiqués officiellement, oui, vous validez que ces chiffres-là vraiment reposent sur les réalités actuelles de la Guinée? Ça, c'est un processus. Comme je viens de dire, ça, c'est le travail qui doit être développé. Mais si vous regardez, par exemple, dans le cas de la facilité élargie de crédit, il y a une lettre d'intention, il y a un mémorandum technique de politique et aussi il y a un mémorandum technique pour définir les variables qui doivent être suivies pendant le programme. Et là-bas, il y a une liste de variables qui doit être suivie chaque mois, chaque 3 mois.
Et ça, c'est partie de processus. Mais ça, c'est une partie d'information qui est nécessaire pour un pays. Mais bien sûr que les gens qui sont à gérer le pays doivent avoir plus d'informations que ça. Mais ça et pour une fois encore, montrer tout l'intérêt que vous avez donné aux données statistiques, aux données chiffrées. Pratiquement, le dernier rapport du Fonds monétaire international sur la Guinée, c'est des données qui portent sur une mission qui a travaillé sur les statistiques. Bon, ça, comme je viens de dire, il y a beaucoup de missions d'assistance technique qui viennent chaque année. Par exemple, pour les comptes nationaux, pour l'indice de prix, pour la statistique de finances publiques, pour la statistique monétaire. Ça, c'est un travail qui continue à être fait, parce que ça doit être développé. Ça, nous pouvons dire que... Mais la tendance actuelle est rassurante. Positive. C'est ça. Mais même si encore on a du mal à cerner des données sur, par exemple, au commerce informel ou bien sur les fonds rapatriés à partir de la migration. Pour ça aussi, il y a des enquêtes qui doivent être faites. Mais ça demande des ressources pour faire des enquêtes. Et dans le plan... selon ce que je connais d'Institut statistique, il a cette idée de développer ce type d'enquête de façon à avoir une bonne qualité d'information et pour aider à gérer, disons, l'information qui est nécessaire pour aider à faire des mesures de politique économique. Durant votre séjour en Guinée, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus impressionné? Bon, je vais regarder de façon sociale, par exemple. Une chose qui m'a facilité de travailler dans ce pays, c'est la gentillesse. Les gens sont très sympathiques ici. Ça m'a facilité la vie. Je me fais comme je suis chez moi. Ça c'est une des choses qui était très, très facile de m'ajuster immédiatement après mon arrivée. Ça, c'est du côté, disons, social. Bon, même avec les techniciens que je travaille, les ministres et les directeurs nationaux, ça aussi, le travail était très doucement fait parce qu'il y avait la facilité de communication. Ils pourraient venir ici à mon bureau, je pourrais aller à leur bureau et ça a été très facile pour faire le type de travail que nous faisons au Fonds monétaire qui est nécessaire d'avoir beaucoup d'informations de façon à aider et savoir si le programme est suivi et se marche d'une bonne qualité, disons. Et pourtant, au moment où vous venez, la Guinée pratiquement cherchait à boucler, à sortir d'un programme. C'était un peu dur. Mais après, il y a eu 2 années de réflexion et elle décide elle-même de s'engager à nouveau dans ce que vous appelez facilité élargie de crédit. Il faut peut-être expliquer un peu sur ça. La Guinée est membre de FMI depuis 1963. De 1963 jusqu'à 2011, la Guinée a demandé 9 programmes comme la FEC qui est soutenu par l'FMI et jamais les 9 programmes étaient achevés. C'est le programme qui a commencé en 2012 qui a terminé en novembre de 2016 que pour la première fois PPT. La Guinée... Non, pas la PPT a été faite en 2012. Mais je dis la FEC qui a commencé en 2012. Un programme FEC, c'est pour 3 ans. Et avec des revues chaque 6 mois. Et le programme FEC a commencé en 2012, a terminé en novembre 2016. Ça, c'est la première fois qu'un programme FEC a commencé et a terminé dans l'histoire de la Guinée. Je pense que ça, c'est une chose... Et vous aussi, vous rentrez en ce moment dans l'histoire. Je suis très heureux d'avoir participé dans ce processus. Ça, c'est... Mais bien sûr qu'il faut aussi savoir que pour avoir un programme avec le fonds, c'est le pays qui doit demander au Fonds monétaire. La facilité est là parce que le pays est membre de FMI, doit avoir la possibilité d'utiliser tous les outils et facilités qui sont disponibles, mais c'est le pays qui doit demander. Et bien sûr qu'après cela, il y a un processus de négociation pour négocier un programme. Le pays a décidé, après terminer l'autre programme, d'avoir un an pour repenser et analyser le résultat du programme antérieur. Et après cela, le pays a décidé de demander un nouveau programme. Et c'est le programme qui a commencé en décembre 2017 et qui va jusqu'à décembre 2020. Et là, la 3e revue a déjà eu lieu. Encore... La mission de la 3e revue était ici d'avril au début mai. Et nous allons au conseil d'administration fin juillet. Mais à ce moment, le processus, nous sommes en processus de préparer le rapport de service qui va être soumis au conseil d'administration du Fonds monétaire. Mais les résultats se sont si bien enchaînés.
comme peut-être les sportifs le diraient, de victoire en triomphe pour la Guinée, les choses sont tellement accélérées que certains ont émis des doutes sur l'accompagnement aujourd'hui réel du FMI avec la Guinée. Est-ce qu'il n'y a pas, on ne favorise pas la Guinée? Est-ce que ce n'est pas un enfant chéri? Est-ce que la Guinée bénéficie davantage particulier au niveau du Fonds monétaire international? Les pays qui sont membres bénéficient de toutes les facilités qui existent au Fonds monétaire. Chaque fois qu'il y a une review, il y a un ensemble d'indicateurs qui sont suivis. Si les indicateurs sont suivis, la review est faite et le conseil d'administration approuve ça. Nous sommes maintenant en train d'aller au troisième review de l'Afrique. Ça veut dire que 2 revues étaient faites déjà, passées pour le conseil d'administration. Et maintenant, la troisième va au conseil d'administration. Et selon les conditions que nous avons, les indicateurs qui étaient suivis, la troisième revue aussi c'est en train d'être achevée. Au niveau de la presse, il y a eu ces propos qui ont été développés. On dit oui, le FMI ferme les yeux sur certains facteurs, éléments de corruption, ou bien de montants qui ne rentrent pas, ou qui ne sont pas déclarés. Est-ce que vous, effectivement, vous avez pris connaissance de ces informations-là et quelle a été votre réaction? La façon que je vais vous dire, regarde par exemple le rapport de service que le Fonds monétaire fait. Il y a des paragraphes qui parlent sur le problème de bonne gouvernance, de corruption, la lutte anticorruption, tout ça. Au Fonds monétaire, il y a cette préoccupation que les pays doivent avoir des mesures appropriées pour résoudre ce problème de corruption et aussi de gouvernance, de façon à améliorer la performance économique. Ça, c'est partie du programme et vous pouvez voir des paragraphes dans le rapport de service et dans le mémorandum que le pays signe pour envoyer à la directrice du fonds sur ce type de sujet. Monsieur le représentant sortant, en accompagnant la Guinée à s'engager dans son programme actuel, l'objectif était clair. D'abord, renforcer la résilience, accroître les investissements, notamment au niveau des infrastructures, mais aussi renforcer le dispositif social du pays. Est-ce que, bon, c'est vrai que nous ne sommes pas encore à terme, bien que 70 millions quand même ont été, je pense que, dégagés. Est-ce que nous sommes en bonne posture en ce moment par rapport à ces objectifs de départ? La première chose, c'est, vous pouvez voir que ce programme, la façon qui a été désigné, vient cette caractéristique de dire que le gouvernement doit avoir des ressources domestiques ou intérieures pour financer des activités liées aux couches vulnérables. Parce que la majorité de ressources qui existent à ce moment sont financées par le bailleur de fonds. Ça c'est pour dire que le gouvernement doit faire beaucoup de priorités à ce type d'activité de façon à, disons, combler ce problème. Et on a vu 70% quand même des investissements actuels sont internes. Au niveau des infrastructures, notamment. Nous pouvons, dépendre de chaque projet, de la façon qui est financé. Parce que généralement, les infrastructures sociales, notamment. Pour chaque investissement, il faut voir quelle est la partie qui est financée par ressources domestiques et quelle est la partie qui est financée par les ressources extérieures. Ça dépend de chaque projet. Il y a des projets qui sont financés 100% par ressources domestiques. Il y a d'autres projets qui pourcentage important est financé par le bailleur de fonds. Tout dépend. Mais le problème qui est intéressant de vérifier dans ce programme, c'est que le gouvernement doit faire la priorité de commencer à générer des ressources domestiques pour financer ce type d'activité, au lieu de dépendre complètement de bailleurs de fonds. Mais ça, c'est un processus. Oui, mais est-ce que ce processus-là affiche une bonne tendance aujourd'hui? Mais pour ça, il faut voir aussi la façon dont le programme est fait. Il y a des indicateurs qui sont suivis. Par exemple, pour avancer avec ce type d'activité, il faut avoir des mesures ciblées, ou groupes ciblés aussi. Pour ça, il faut faire un recensement de la population qui est vulnérable. Ça, c'est un processus entre l'Institut statistique, le gouvernement et aussi la Banque mondiale, l'UNICEF qui participent sur ça pour créer cette base de données qui doit faciliter l'allocation de ressources pour ce type d'activité. Il faut toujours rappeler que pour faire ce type d'activité, c'est important de bien cibler,
parce que d'autre façon, les ressources ne vont être bien utilisées. Et pour faire ça, il faut avoir un recensement de couches de population que peut tomber dans cette groupe qui s'appelle de couches vulnérables. Aujourd'hui, après avoir vu, vous avez fait 4 ans habituellement, hein, vos prédécesseurs c'est 3 ans, donc vous avez eu à jouer une prolongation, donc beaucoup plus d'expérience sur la Guinée. Est-ce qu'on pourrait parler de modèle, d'exemple guinéen? Ok, sur la période que le représentant résident est dans un pays, la norme c'est 3 ans. Mais je travaille dans le département d'Afrique d'OEDF. Mais le département d'Afrique, pour une raison d'intérêt de l'institution, peut demander, par exemple, le représentant résident s'il peut être un additionnel. C'est ça qui est arrivé avec moi. Quand j'étais prêt de compléter les 3 ans, le département m'a posé la question si je voulais être un an plus. J'ai dit bien sûr, je suis intéressé, il n'y a pas de problème. C'est de cette façon que fonctionne. Peut-être ça veut dire que, comme je viens de dire, le pays m'a reçu bien, c'est pourquoi... Est-ce que justement, on pourrait parler de modèle vu les résultats, parce que la pression était là et malgré certains chocs endogènes, le pays a pu tenir et répondre au présent. Est-ce qu'on peut parler de modèle guinéen? Je ne sais pas si je dois... Ça demande un peu d'analyse pour faire la comparaison avec les autres pays. Mais l'aspect que je pense qui est important, c'est que le pays il a un processus de développement. Les institutions vont se développer et il y a aussi le gouvernement qui commence à fonctionner, disons, à définir ses priorités avec le soutien des bailleurs de fonds et les choses vont avancer d'une façon proposée. C'est de cette façon que j'aime de regarder le sujet. Bon, chaque pays est différent. D'accord, chaque pays, en nous quittant, le côté gouvernement, côté FMI, on embauche la même prontette, tout semble être bon, en tout cas les tendances sont bonnes. Mais quels sont les éléments, les amortisseurs au choc sur lesquels le pays doit être très très attentif pour soutenir un peu sa stabilité? Si vous pouvez voir par exemple la façon que la FEC est désignée. La facilité élargie de crédit, c'est par exemple d'avoir des mesures de réforme pour soutenir le développement du secteur privé. Ça, c'est quoi? C'est pour garantir que la croissance va continuer et qu'elle doit être soutenable. Aussi, c'est important, nous rappelons toujours que bien qu'il y a une croissance relativement élevée en 2016 et 2017, il faut faire attention qu'il y a une contribution très importante du secteur minier. Mais il faut aussi que la croissance soit partagée. C'est ça que nous disons toujours dans le document, que la croissance devait être telle que les autres secteurs de l'activité aussi doivent se développer de façon qu'une grande majorité de la population bénéficie. Mais ça, c'est un processus. Il faut travailler encore beaucoup sur ça. L'existence de la facilité élargie de crédit est aussi, chaque décaissement, c'est pour aider, par exemple, à augmenter les réserves internationales de la Banque centrale. Ça, c'est une façon de créer, disons, une protection. Si, par exemple, il y a une chute des prix des produits, des matières premières, si la Banque centrale a un niveau de réserve soutenable, ça veut dire que le pays peut continuer à fonctionner normalement. Ça sont les aspects. L'autre, c'est par exemple la réforme de gestion des finances publiques, de façon à générer des recettes domestiques, ça c'est important. Et d'autre côté aussi, la qualité de dépenses publiques est faite. Les investissements qui sont faits, la dépense courante, tout ça doit être sujet à des analyses de façon à savoir si l'argent est bien utilisé. Mais ça, c'est encore des réformes qui sont en cours pour réellement créer la base pour un développement futur. Monsieur José Suleiman, pour finir, est-ce que vous, en tant qu'expert vraiment international, connaissant la Guinée, connaissant la tendance actuelle, ces décideurs, est-ce qu'au bout de 2020, vous serez favorable à ce que la Guinée encore appelle notre programme ou bien elle peut respirer? Ok, peut-être je dois clarifier ça. La Guinée est membre de FMI. Et comme membre de FMI, bénéficie de tous les outils qui existent. Le Fonds monétaire est responsable pour faire la surveillance mondiale.
il y a aussi la possibilité de financement, comme par exemple la facilité élargie de crédit. Il y a le problème d'assistance technique. Si par exemple le pays veut faire des analyses, qu'il n'y a pas d'expertise dans le pays, peut demander le FMI pour envoyer des techniciens pour travailler. Il y a aussi la formation, parce qu'il y a un centre de formation au Fonds monétaire que le fonctionnaire du gouvernement, la Banque centrale, du ministère des Finances, du ministère du Budget, du ministère du Plan, peut participer dans différents centres de formation. Tout ça sont les outils qui existent. Et bien sûr que le pays fait la choix, disons, quels sont les outils que préfère et comment utiliser cette mesure. Moi, je parle de programme, par exemple. Bien. Programme facilité où on demande de veiller sur des crédits non concessionnels alors qu'il y a un besoin d'accélérer le processus de développement. Avec FEC, ou même sans FEC, ça sont des mesures de stabilité fiscale et de la dette. Même sans programme, ça sont des activités normales qui doivent être faites. Bien sûr, quand il y a un programme, l'exemple que je donne toujours, c'est l'FMI, c'est une institution financière internationale. Si quelqu'un va à une banque demander d'argent, l'argent ne vient pas sans quelque analyse, sans quelque discussion. C'est un peu comme ça. Il faut trouver la façon de demander l'argent et comment l'argent va être utilisé. Ça, c'est la partie du processus. C'est de cette façon que j'aime de regarder la relation entre le pays et le Fonds monétaire. Monsieur José, représentant résident du Fonds monétaire international en Guinée, merci d'avoir accepté cette interview, la dernière, accordée à un média guinéen pendant que vous êtes en fonction. Merci pour cette opportunité. J'espère que les années que j'étais ici, j'ai fait une contribution au processus de développement. Et bien sûr, comme je dis toujours, la Guinée est membre de FMI et peut utiliser tous les outils qui sont disponibles dans cette institution. Merci à vous. Merci. Et bon vent. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci, monsieur. OK. On s'excuse. Merci. On a pris le temps.